Pour finir ce raisonnement, ceux qui ont monté ce système d'escroquerie globale savent très bien que ça va bientôt leur péter à la gueule, et pour éviter que ça leur pète à la gueule et qu'ils finissent pendus ou guillotinés, il va falloir qu'ils déclenchent, comment dirais-je, une violence de dérivation, qui est quelque chose qui est en train d'arriver très vite, qui est la Troisième Guerre mondiale, qui nous sera présentée comme la guerre défensive du monde judéo-chrétien, qui est une fiction qui n'existe pas, contre l'islam, et un islam évidemment sur le modèle salafo-wahhabite, qui est un mauvais terme, mais sur le modèle saoudien certainement, et c'est ce qu'on est en train de nous préparer maintenant, dans le monde entier, enfin dans le monde occidental, parce que là je parle en fait du monde, ce qu'on appelle le monde abrahamique, hein, l'Inde et la Chine étant en regardant finalement, et c'est ce qui est en train d'arriver, et c'est ce qui explique le récent épisode du soi-disant incendie de Charlie Hebdo. On avait du même ordre d'escroquerie que les tours du 11 septembre assurés par monsieur, comment il s'appelle, Silverstein, qui a touché l'assurance. On va peut-être découvrir demain. D'abord, on ne découvrira pas qui a mis le feu à Charlie Hebdo, mais on découvrira qu'ils étaient en faillite, et que finalement, ce journal qui ne se vend plus et qui est un journal néoconservateur sioniste, finalement est très content de toucher l'assurance pour l'incendie de ses locaux, parce que c'est un journal qui ne se vend plus, et ça va leur permettre finalement de maquiller leur compte. Voilà. D'accord. J'ai fait une petite... Effectivement, mais ça va revenir dans nos questions. Mais ce que vous dites, ça s'illustre en Grèce finalement, aujourd'hui. Est-ce que vous en savez plus que les médias veulent bien nous transmettre sur la Grèce? Y a-t-il une insurrection? Et que pensez-vous de ce déni de démocratie? On propose un référendum, puis on le retire. Quelle est votre lecture sur cette actualité? La lecture, c'est qu'aujourd'hui, les politiques officiels, c'est-à-dire ceux qui ont mandat pour représenter le peuple, sont pris entre le marteau et l'enclume, dans une situation très très difficile, parce qu'en fait, ils sont en train, au service finalement du totalitarisme bancaire, d'écraser leur peuple, et avec le risque finalement à un moment donné de se faire massacrer par leur peuple. Je crois que c'est Flaubert qui disait « Je ne comprends rien à la politique sauf l'émeute ». Le vrai danger de Papandréou, à un moment donné, c'est de se faire attraper dans la rue et tuer. Je veux dire. Donc il est obligé d'obéir à l'oligarchie mondialiste qui vient de le menacer vertement. Hein. Il faut voir qu'ils l'ont convoqué, alors qu'il est chef d'un État souverain, par des gens qui souvent n'ont aucune légitimité politique au sens classique du terme. Il a été convoqué, on lui a remonté les bretelles. Alors je ne sais pas s'il a finement joué pour faire peur, parce qu'on voit finalement le système européiste était terrifié qu'il fasse voter un référendum qui aurait abouti au non et qui aurait abouti à la sortie de la Grèce, enfin de l'euro, de l'UE par la Grèce, et qui aurait fait effondrer tout le truc comme un château de cartes, et que finalement il a peut-être fait ça pour obtenir des concessions, des avantages. Je ne sais pas si c'était un bon joueur de poker, ou s'il a fait ça parce qu'il a une crise de conscience ou qu'il est en dépression. Il paraît qu'Obama, par exemple, est en dépression nerveuse en ce moment, et qu'il est sous cacheton. Oui, tellement... Je ne sais pas si vous voyez que, en fait, Obama, le premier président noir des États-Unis, a été mis au pouvoir par l'oligarchie financière pour recoloniser l'Afrique, à coup de bombe et d'assassinat. Je veux dire, comme trace qu'il va laisser dans l'histoire, c'est assez douloureux. C'est-à-dire que c'est du super Colin Powell qui a disparu totalement et qui lui aussi avait été mandaté par les élites. Toujours pareil, d'ailleurs, ces élites belliqueuses judéo-protestantes américaines, il a fallu que ce soit un nègre qui a agité la petite fiole d'anthrax dans laquelle il y avait probablement une urine de singe. Enfin voilà, on voit des espèces de mécaniques comme ça, où, ce que j'explique assez bien dans mon bouquin Comprendre l'Empire, c'est-à-dire que finalement les politiques aujourd'hui portent le chapeau. On voit Sarkozy, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos des humiliations qu'a subi Sarkozy là, au dernier sommet. Il s'est fait humilier par le président américain, humilié par le président chinois, humilié par Merkel. On aurait dit c'est un guignol, ça se voit. Et je pense que même s'il s'est fait un petit bas de laine et qu'il a mis les sous de côté et qu'il va pouvoir peut-être, comme je dis, ouvrir demain un cabinet d'avocat à Miami, parce que son rêve c'est de devenir riche, hein, je n'aimerais pas qu'à sa place en ce moment, je veux dire, et je vois en Italie en ce moment qu'on tire à boulet rouge sur les députés italiens et leur train de vie, en disant qu'ils ne payent pas le coiffeur, etc. Alors que c'est rien. Je veux dire, le personnel politique, ce sont des tout petits joueurs dans ce processus. Et ils sont aujourd'hui, d'une certaine manière, face à la colère populaire, le bouc émissaire et celui qu'on met en avant pour prendre les coups. On ne montre toujours pas du doigt au niveau de la grande presse et des médias, hein, TF1, etc., on ne montre toujours pas les responsables. Les patrons de Goldman Sachs, les patrons de la Réserve fédérale américaine, le FMI, la Banque mondiale, tous ces gens-là, les Brune Puy, les machins, enfin, tous ces sont relativement planqués, ne prennent aucun coup. C'est ça qui est assez, moi je dis satanique, puisque c'est la définition finalement assez littérale de ce que c'est que le satanisme.
la séduction, le mensonge, la corruption, etc. C'est que finalement aujourd'hui, les politiques représentatifs sont payés finalement pas mal, mais pas très cher, pour se faire lyncher par leur peuple et servir de soupape de sécurité pour que les vrais responsables et décisionnaires puissent continuer à faire leur travail de prédation dans une période très risquée, sans prendre de risques. Hein, et qui tire les ficelles? On le sait, l'oligarchie mondialiste, on l'a parfaitement identifié. Ce sont on va dire, c'est le tandem Rothschild, Rockefeller et tous leurs ayants droit. On le sait, c'est le lobby bancaire, allié au lobby pétrolier, allié au lobby militaro-industriel, allié au lobby pharmacochimique. Tous ces gens-là sont imbriqués, ils sont tous, comment dirais-je, noyaux durs des uns et des autres dans des montages de sociétés offshore, etc., avec chambre de compensation, etc. Enfin, au bout du compte, tout ça est assez, en réalité, pour quelqu'un qui veut voir, tout ça n'est même pas caché, c'est à disposition de quiconque a l'intelligence et le désir de trouver, exactement comme en fait un puzzle. Les pièces sont là à votre disposition, simplement si vous n'avez pas l'image de ce que ça représente, il est très difficile de le reconstituer. Mais dès lors que vous savez que ça représente un magnifique trois-mâts espagnol du XVIe siècle, toutes les pièces sont là. Et si vous allez au CFR, vous pouvez demander je sais pas comment ça s'appelle, le bilan annuel ou le projet annuel du CFR, il vous paye une photocopie. Mais qui va demander ça, et qui, une fois qu'il l'a demandé et qu'il l'a lu, va se battre au niveau médiatique pour alerter le peuple sur le complot, puisqu'effectivement ça existe les complots, sur le complot de domination qu'incarne cette oligarchie mondialiste qui effectivement, comme je l'ai dit, tout ça, plus effectivement le CFR, les Bilderberg, il y a la trilatérale, le FMI, l'OMC, voire l'OMS, puis après l'ONU, effectivement, qui est donc partie prenante de tout ça. Ce montage complexe est complexe, mais n'est pas occulte ni magique. Hein. Et aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de gens, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, moi dans mes bouquins, Pierre Villard, Dieudonné, par d'autres moyens, nous amusons à montrer cette oligarchie mondialiste du doigt, qui est effectivement qui avant était caché, et qui petit à petit a annoncé son projet, et qui, ça on a vu, là, c'est le tournant des années 80, Nouvel Ordre Mondial, Empire du Bien, etc., désigner ses nouveaux ennemis, et là est en train, dans sa phase, je dirais, finale, d'être sur le point de prendre le pouvoir, c'est-à-dire d'accomplir son projet, c'est-à-dire le gouvernement mondial. On voit très bien maintenant que les G20, G8, etc., sont déjà des embryons de gouvernements mondiaux, et que tout ce qu'il nous propose, c'est la mise sous tutelle des États, c'est un ministère de l'économie et des finances sous contrôle du cartel bancaire et européanisé au niveau de l'UE, etc. Enfin, je veux dire, tout ce que je dis aujourd'hui est assez vérifiable parce qu'on est très très près de l'épilogue, hein, où à un moment donné, ce comploteur dans l'ombre est obligé de sortir en pleine lumière et d'enlever son masque, puisque le projet, effectivement, c'est le pouvoir et le pouvoir officiel, c'est pas le pouvoir occulte. Et la phase intéressante, c'est le moment où un pouvoir occulte qui fait traiter les gens qui le dénoncent de paranoïaque, ce pouvoir occulte lui-même, puisque le but du pouvoir, c'est d'exercer en tant que pouvoir, pas toujours en tant que pouvoir caché ou délégué, c'est le moment où ce pouvoir occulte enlève son masque et se présente au monde comme pouvoir. Je pense que si on s'intéresse à l'eschatologie, ça s'appelle le moment où l'antéchrist se présente sous sa forme humaine. Voilà, parce que on peut en faire une lecture, je vous dis, matérialiste, libérale, marxiste du problème, mais aussi une lecture totalement religieuse, en allant à ce qui traite de la fin des temps dans les monothéismes. Et là, on voit que ce que dit l'islam dans les hadiths prophétiques, ce que dit le catholicisme, notamment dans l'Apocalypse de Jean, et ce que disent aussi l'eschatologie juive, convergent totalement, à part simplement que le Messie des uns et l'antéchrist des autres. Hein. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je suis assez serein au niveau de mon analyse, parce que, d'ailleurs je vérifie, personne ne m'attaque aujourd'hui ou conteste. J'ai sorti un bouquin qui est à sa 7e réimpression en 7 mois, j'en ai vendu 30 000 à une période où le livre est sinistré, avec un boycott intégral des médias, mais par contre aucune attaque. C'est-à-dire ce qu'on appelle la stratégie d'Edredon, c'est une stratégie
qu'on retrouve dans le traitement de la pédocriminalité de réseau, etc. C'est-à-dire qu'on écrase, et moi je m'amuse aujourd'hui à pousser la provocation assez loin, et j'attends, et on me promet des procès qu'on ne me fait pas. Par exemple, toujours au hasard, les étudiants juifs de France me promettent 1 an de prison avec sursis et 45 000 € d'amende pour ce que je dis ou ce que j'écris en ce moment, mais ils n'y vont pas. Par contre, ils l'annoncent en première page sur leur site. Donc voilà, il y a un climat étrange aujourd'hui, c'est qu'on se dit, bon, tant que Soral touche 30 000 personnes, ma dernière vidéo a fait 80 000 visionnages sur Dailymotion. Ça commence à être des petits noyaux de conscience assez conséquents, mais c'est pas TF1, France 2, etc. Donc on s'en fout. C'est un peu comme la manière dont l'URSS gérait à un moment donné les dissidents soviétiques. On les surveillait de loin, on les bloquait un peu, c'est un peu la même chose. Moi, je me sens comme un dissident soviétique sous Brejnev, qui n'était pas une situation si inconfortable que ça. Il manque juste simplement les droits d'auteur de Solzhenitsyn dans le monde libre, parce que malheureusement les Chinois, les Indiens, les Sud-Américains pour l'instant ne se fatiguent pas beaucoup à traduire les bouquins, mais j'ai même l'espoir que c'est en train de se faire traduit en portugais, qu'à un moment donné ça est un dissident français devienne même très rentable au niveau du prestige, c'est déjà le cas. Je joue d'un assez grand prestige en France au niveau de la rue et des gens qui pensent, hein, c'est vérifiable, comme c'est vérifiable pour me donner. Je commence même à vendre des bouquins, Livré Roberta, et je suis pas à l'abri, je sais que mon bouquin est en ce moment traduit en russe. Les Russes en général ne payent pas les droits d'auteur, c'est pas grave. Mais ça peut même finir avec le confort de ce qu'étaient les intellectuels russes dissidents au moment, je dirais, du pourrissement de l'URSS. Et là, on peut faire un parallèle. Hein, l'empire qui est finalement l'empire alternatif à l'empire soviétique, qui a survécu à l'écroulement de l'empire soviétique, ne va peut-être pas lui survivre si longtemps que ça, si on est optimiste, et on va peut-être voir effectivement l'effondrement de l'Empire, comme on a vu l'effondrement de l'URSS, sachant qu'une logique impériale, c'est soit vous allez jusqu'au bout et vous prenez les pleins pouvoirs, soit à un moment donné vous vous effondrez totalement. Il n'y a pas on avance ou on recule. Dans la logique historique, telle que la conçoit Hegel et telle qu'elle est, il n'y a pas de statu quo. L'histoire ne se fige jamais. C'est comme soit on pédale, soit on continue à pédaler sur le vélo et on avance, soit on arrête de pédaler et on tombe. Donc là, de toute façon, demain, c'est comme je l'ai écrit en sous-titre de mon livre, soit la gouvernance globale, c'est-à-dire le règne mondial, soit la révolte des nations. Et d'ailleurs, nous sommes en ce moment dans un moment de manipulation de révolte des nations dans le monde arabe, etc. Enfin, et donc les révolutions arabes mènent-elles à des démocraties musulmanes? Alors, c'est un sujet très récent, hein, tout ça. C'est-à-dire que moi, j'y réfléchis tous les jours. Si vous vous souvenez de la dernière fois que j'ai été invité à la télévision chez Tadei, il y avait des escrocs devant moi, qu'on peut d'ailleurs aujourd'hui nommer et prendre par le col. Il y avait Mafessoli, il y avait un autre, là, un jargonneur, dont j'ai oublié le nom, et qui me parlait de changement de paradigme, et que c'était des révolutions grâce à Internet et à Twitter. Ces gens-là sont des imbéciles et des escrocs. Il y avait simplement le fait que l'armée avait lâché Ben Ali, et que en Égypte, c'est aussi l'armée qui a le pouvoir, et qu'à un moment donné, sur une colère populaire légitime, évidemment, liée à des problèmes économiques, et aussi à des problèmes de soumission à l'américano-sionisme, il y avait finalement des élites politiques totalement disqualifiées par leur collaboration à l'impérialisme, ce qui fait qu'en fait, ils ne tenaient leur pouvoir que de leurs mandants impériaux, ce qui veut dire qu'ils sont très faciles à dégager, parce qu'il suffit qu'à un moment donné, leurs mandants décident de les changer, et ils laissent s'accomplir la colère populaire, et ils les lâchent en race campagne, et ils finissent comme ils ont fini. Hein, voilà. Mais donc, ce n'était pas un changement de paradigme, comme dit l'escroc franc-maçon Mafessoli, mais c'était simplement qu'effectivement, il semblerait qu'il y ait un calendrier, et que la stratégie des néoconservateurs des années 80-90, qui était une stratégie brutale de passage à la démocratie occidentale, et dont ces néoconservateurs se sont rendus compte qu'elle n'était pas possible en l'état, ils ont révisé un peu leur copie, et je pense qu'ils procèdent maintenant exactement finalement comme ils procèdent dans les démocraties occidentales du Nord, c'est-à-dire, en fait, ils adaptent au monde arabo-musulman ce que j'appelle moi le passage du libéralisme libertaire au libéralisme sécuritaire au libéralisme autoritaire. C'est-à-dire, ils disent, voilà, on laisse aux religieux du Maghreb la gestion du sociétal, à condition qu'ils ne touchent pas à l'économique. Et c'est-à-dire qu'en réalité, ils valident ce qu'on peut appeler l'islam de marché, exactement comme aujourd'hui l'Empire joue la carte des extrêmes droites identitaires, en Italie, en
Hollande, en Belgique, à condition qu'ils ne touchent pas au marché. Et ça donne ce qui s'est passé en Italie depuis 20 ans, etc. C'est-à-dire, le sociétal, on le laisse à la réaction, hein, à la réaction, à condition que le sérieux, le dur, l'économique, soit laissé au marché ouvert mondial. Et finalement, ce qui